commencer par m'introduire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odile Moreau. Je viens de rejoindre Scale Agile en août. Et en fait, j'ai un double rôle de conseillère stratégique pour aider les partenaires et les clients à mieux comprendre le framework et l'appliquer. Et également, je suis SAFe Programme Consultant Trainer, donc je suis aussi responsable pour former des SAFe Programme Consultants. Et à l'intérieur chez Scale Agile, je vais également aider à faire monter de nouveaux SPCT. Donc, s'il y a des candidats qui sont partants en France, eh bien, vous savez que vous avez quelqu'un maintenant qui peut vous accompagner en français. Donc, voilà un petit peu pour mon background. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est que je veux vous confesser quelque chose. Je ne suis pas terrible en outils informatiques. Très longtemps, ma dernière ligne de code, je crois que c'était en 1997, j'étais pas tellement talentueuse, j'avais beaucoup plus de talent au niveau des tests, de valider ce que j'avais fait. Donc moi, je voulais revenir vers l'humain, parce que vous allez parler beaucoup Jira Align, tous les composants, toutes les choses. Vous allez parler de ITSM, ça c'est mon background, ça j'en ai fait pendant 20 ans aux Pays-Bas. Donc j'ai la passion de ces choses-là. Mais moi, je voulais revenir avec le facteur humain et surtout sur le leadership. Alors le leadership, ça c'est des choses qui sont ma passion. Et donc, je voulais un petit peu commencer par ça. Mais avant de commencer, parce que je vais parler beaucoup, mais il y aura la possibilité de me poser des questions, je voudrais faire un petit exercice pour un petit peu sonder la salle. Quand je parle de leader, alors je vais être dans un terme très vague. Hein. Je vais parler des dirigeants, mais aussi des managers, des acteurs du changement. Donc, j'aimerais savoir, levez la main si vous vous considérez comme un leader ou une leader ou une leaduse. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ne soyez pas timide. Hein. Il n'y a pas de souci, d'accord. Laissez les mains levées. Qui d'entre vous, actuellement, qui se considère comme un leader, est en train de conduire un grand changement dans vos contextes, dans vos entreprises ? Ouais, il y a une main qui s'est baissée, il y a une main qui s'est relevée. Donc ça, c'est bien. OK, super. Et laissez les mains levées pour qu'on puisse voir qui trouve ça super facile de conduire le changement. Ah. Peut-être plus super facile, mais ça va. Jusqu'à présent, ça va. Bon, alors, je suis désolée, la session que je vais faire, ça va être pas du tout intéressant pour vous, parce que vous avez déjà fait ces trucs-là. Mais je serais intéressée, si vous avez appris des choses à la fin, on pourra se contacter. Ah, d'accord, oulala, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc, le côté humain, le côté leader et le côté changement. Et bien sûr, les outils vont vous aider, mais c'est surtout une aventure humaine. Donc, pourquoi on a besoin de repenser ce que c'est que le leadership dans nos temps actuels ? Je ne vais pas vous faire un secret. Alors, j'ai essayé de faire une présentation 100% française. Il y aura peut-être des mots qui ne seront peut-être pas très français, mais bon, je vais essayer. Vous avez entendu certainement parler du monde VUCA en anglais, VICA en français. Notre monde est devenu de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Je ne vais pas vous faire le journal de 20 heures. Mais on sait qu'il y a énormément de changements et même de révolutions socio-économiques actuellement. On a bien sûr la crise sanitaire. Bon, on l'a peut-être oublié, mais bon, apparemment ça revient. Mais on a le 3e ou 4e, 5e rappel de vaccin qui va arriver. Donc, on est OK sur ces choses-là. Mais on a vu aussi qu'il y a énormément de changements politiques et géopolitiques. La retraite à 60 plus ans, ça vient. Bon, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre parce que la retraite, je ne vais pas la faire avant mes 68 ans parce que j'ai travaillé beaucoup d'années aux Pays-Bas et la retraite à 68 ans, c'est normal aux Pays-Bas. Donc, si je peux arrêter un tout petit peu avant en France, à 65 ans, ça sera déjà génial. On a également aussi une crise urgente de l'écologie. Donc, on est amené à regarder le monde d'une façon différente parce que ce qu'on faisait il y a 10 ans, 20 ans ou même il y a 5 ans,
Là, on ne peut plus se permettre d'ignorer ces choses-là. En plus, je ne sais pas si vous avez eu aussi le cas, ou moi ça a été le cas, mais la grande démission cette année, donc j'ai décidé de venir travailler chez Scale Agile. Et donc, je ne sais pas les statistiques, mais en tout cas, ça a été cette année vraiment... l'année dernière, il y a 2 ans, c'était je déménage, et cette année, c'est je déménage, mais je change de boulot aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça, c'est le côté socio-écologique ou le côté sociétal, mais on a aussi les grands changements technologiques. Alors ça, c'est peut-être plus votre domaine, mais par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, lundi dernier, enfin c'était hier, ouais, hier, il y avait un reportage à la télé sur une entreprise chinoise qui a promu une intelligence artificielle comme chef de département. Donc, c'est quelqu'un qui n'existe pas, qui a été créé par des humains, qui va prendre des décisions sur ce département. C'est une expérimentation, c'est quelque chose qui va être de courte durée. Hein. Cette entité va prendre des décisions pendant 3 mois, mais peut-être que si ça marche, eh bien, ça sera le nouveau CEO de l'entreprise à la fin de l'année. Donc ça, c'est des choses qui sont assez époustouflantes. Ce serait bien d'avoir un boss qui n'est pas humain, qui vous dit, voilà, on va aller là, tiens, c'est génial ce que tu as fait, ou tiens, là, peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à faire des choses un petit peu plus. Et puis, bon, au niveau de la technologie, hein, les voitures qui se garent toutes seules, tout est maintenant méga donné, hein, donc on est suivi un petit peu partout, les cookies partout dans les sites internet, on ne sait pas trop à quoi ça sert, jusqu'à un jour où quelqu'un vous contacte que vous ne connaissez pas, bah oui, tu as visité notre site, voilà, ben je te contacte. Donc ça, c'est des choses qui changent et qui accélèrent. Donc, comment vous, en tant que leader, ceux qui sont levés la main, mais aussi ceux qui sont intéressés par ce que j'ai à dire, vous allez vous adapter pour pouvoir répondre à ces changements, des choses qu'on n'a pas encore prévues, comment vous allez conduire ce changement. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à, en fait, être les leaders de cette ère numérique? Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, mais cette enquête de MIT, hein, déjà quand on dit MIT, hein, tout le monde regarde, c'est important. Ils ont fait une enquête, ils ont interrogé beaucoup de personnes, et pas seulement aux États-Unis, parce que quelquefois on peut critiquer, oui, mais les Américains, ce n'est pas les Européens. Là, on a utilisé beaucoup de pays, et on a demandé donc aux employés des entreprises de donner leur opinion sur est-ce que les leaders sont prêts pour conduire le changement, est-ce qu'ils ont les bonnes compétences, les bonnes attitudes. Et surprise, une large majorité de personnes ont trouvé que ce n'était pas le cas, qu'en fait, pour conduire ce changement et apporter beaucoup plus d'innovation et de plaisir au travail, ces leaders n'étaient pas équipés pour le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en fait très surprenant. Pourquoi ? Nos leaders ont été formés, ça a pris des années pour arriver où ils en sont, et le monde autour de nous s'accélère, et donc il y a des choses qui ne sont pas vraiment bien alignées. Donc ça, c'est important de bien savoir comment on peut équiper les leaders de demain pour pouvoir changer ce qu'on fait. Dans cette enquête, alors je ne vais pas tout vous lire, vous allez pouvoir prendre ces notes, mais ce qui est important, c'est que ce qu'on faisait avant n'a plus l'impact et ne marchera plus pour ce qu'on attend pour demain. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail ce qui a été dit dans cette enquête, c'est qu'on attend de nos leaders qu'ils développent des caractéristiques qui sont plutôt basées sur la conscience de soi. Je ne vais pas vous faire Mathieu Ricard, hein, je suis une grande fan depuis que je suis rentrée en France. Je ne connaissais pas ce monsieur, mais j'ai été très touchée par ce qu'il a publié et ses façons de nous amener à une meilleure conscience de soi. Mais les leaders sont des humains comme vous et nous, et quelquefois, il faut qu'on se remette un petit peu à un niveau de « mais qu'est-ce qui se passe avec moi ?» J'ai eu une conversation avec un collaborateur, ça s'est très très mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Est-ce que je n'ai pas bien écouté? Est-ce que j'avais déjà une opinion, donc je voulais défendre mon opinion au lieu d'avoir une conversation? Donc avoir conscience de soi, ça c'est important. Développer aussi ce qu'on appelle de l'empathie. Reconnaître et pouvoir se mettre dans les chaussures d'une autre personne. On a tous vécu des moments difficiles de notre vie. Est-ce qu'on peut se projeter et écouter cette personne, être là physiquement, mais présent, mais de ne pas donner des conseils? Ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. Et ça peut ressembler un petit peu à un discours bisounours. Je me souviens, dans les années 80, il y avait les bisounours en France. Pour la petite histoire, moi j'ai quitté la France en 92, je suis revenue en 2019, donc tout ce qui s'est passé entre 92 et 2019, j'ai pas de référence en France. Donc mes références, c'est d'avant et de maintenant. Je suis désolée, j'ai encore un gap culturel à rattraper. Mais ce qui est important, c'est qu'on prenne un petit peu plus de temps pour développer cette conscience. Également aussi, il y a un problème, je pense, au niveau de notre éducation en France et partout dans le monde, c'est que on apprend à avoir toujours raison, à trouver des méthodes qui vont nous aider. Et on est des humains, on fait des fautes, on fait des erreurs, on commet des erreurs. Moi, j'ai été connue à la petite école 4 en maths. J'avais 4 non pas sur 10, 4 sur 20 en maths, parce que je faisais des erreurs. Mais c'est en apprenant que l'on devient meilleur. Et quelquefois, il faut bien se planter plusieurs fois pour trouver ce qui marche. Et puis se poser la question, pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché et qu'est-ce que je dois faire différemment? Donc toutes ces remises en question, ça demande de retrouver un petit peu son côté humain, son côté humble, sa quête d'essayer des nouvelles choses, d'expérimenter, et pas de toujours avoir une réponse pensée A plus B égale 10 square, machin truc chouette. Il faut avoir cette curiosité et de trouver le moment également pour refléter et s'améliorer. Combien d'entre vous font des rétrospectives très régulières et vraiment, ils ne parlent plus du tout et ne travaillent plus sur ça, mais on va regarder ce qu'ils font. Je sais, l'autre fille en fait une toutes les 2 semaines parce qu'on est ensemble. Il n'y a pas beaucoup de gens. Donc ça, c'est important aussi d'avoir du temps pour la réflexion. Je ne vais pas vous faire de la réclame pour Safe, mais Safe, on a ce temps de réflexion à la fin de chaque itération. Et en plus, dans chaque fin de programme incrément, on a ces 2 semaines qu'on appelle l'itération d'innovation et de planning pour s'améliorer. Puis je vais vous raconter un petit secret. L'autre fille et moi, on est en plein Iteration IP, donc le Innovation and Planning. On devrait être dans notre PI Planning en ce moment, mais on a préféré être avec vous aujourd'hui. Mais la semaine dernière, on avait notre Inspect and Adapt, notre atelier pour regarder ce qu'on a fait et aussi, côté humain, comment on peut s'améliorer, quelles sont les leçons à tirer et comment on va les mettre en pratique la prochaine fois. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc, excusez-moi, il y avait une petite animation. Donc, être un leader, développer cette compétence de leadership, vous allez comprendre, c'est très difficile. Et j'aime bien cette citation de Ronald Heifetz qui dit que, en fait, c'est super difficile parce que c'est une remise en cause de soi-même. Là, on ne peut pas dire, oui, c'est mon patron qui n'a pas bien fait ou c'est mon employé qui n'a pas bien fait, c'est moi-même. Donc, ça nous demande une certaine vulnérabilité et de remettre en question. Qu'est-ce qui a bien marché jusqu'à présent, mais qui me pose maintenant un problème pour le futur? Pourquoi j'ai un mode opératoire qui maintenant ne marche plus? Et donc, ça, c'est une remise en question qui n'est pas nécessairement facile à gérer et qui peut même nous causer pas mal de troubles physiques, psychiques. Mais c'est tellement important de le savoir. J'ai mis mon petit livre là, c'est pas pour regarder mes notes, mais c'est pour regarder une note. J'ai aussi apprécié un livre qui a été écrit il y a quelques années de ça, et le titre du livre a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle « Renverser la vapeur » et ça a été écrit par David Marquette. Pour ceux qui l'ont peut-être lu en anglais, ça s'appelle « Turn the Ship Around ». Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre ? Ouais, l'autre fille, on a lu les mêmes bouquins.
Je vous le recommande. Alors, je n'ai pas d'action chez Amazon ou chez des libraires, mais je vous le recommande. Et si vous le voulez, je pourrais vous redonner le nom de ce livre. C'est l'histoire, en fait, réelle de David Marquette, qui était un ancien capitaine de sous-marin nucléaire, et donc dans l'armée, et il est assigné à un sous-marin. Et puis, pour apprendre à commander un sous-marin dans la Navy aux États-Unis, ça prend environ 2 ans. Et au bout d'un an, son commandant vient le trouver et fait « Écoute, David, on a changé d'idée. On va te donner le commandement d'un autre sous-marin encore mieux. Celui-là, il est le dernier cri nucléaire. Et tu as en fait 6 mois pour le mettre sur les flots et on va te donner une mission secrète et tu vas faire le... Et donc, David Marquette, lui, bon, il aime bien les challenges. Il s'est dit, bon, d'accord, super. Donc, il arrive sur la base navale, il rencontre son crew, hein, c'est son équipage, et ils font une descente, une première descente. Et lors de cette descente, David Marquette leur donne un ordre qui n'est pas exécutable dans un sous-marin nucléaire de ce type. Ça n'existe pas. Et là, grand silence. Rien ne se passe. Il se dit, oh là là, j'ai dû certainement dire quelque chose de pas tellement bien. Et rien ne se passe. Et ils reviennent donc dans le port. Et il débriefe avec ses leaders, et ses leaders disent David, ce que tu as fait là, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. Et David, lui, s'est dit mais pourquoi les personnes ne me l'ont pas dit? Tu es le commandant, tu as toujours raison, hein, donc si tu donnes un ordre, on l'exécute. Et si l'ordre ne peut pas être exécuté, on ne va surtout pas te dire qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'on ne veut pas que tu fasses perdre la face. Mais David lui fait oui, mais imaginez-vous que j'aurais donné un ordre et qui aurait fait exploser le sous-marin. Il l'aurait fait? Ben oui, certainement. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc dans ce bouquin, encore une fois, il vous raconte toute son histoire. Et en fait, je peux vous faire le résumé du bouquin. C'est une histoire en fait de comment changer radicalement sa pensée et comment être vulnérable. Donc moi, ce que je veux vous proposer, c'est comment on va faire un virement de ce que vous êtes en train de faire actuellement, qui a marché jusqu'à présent, mais qui ne va pas continuer, et quelles sont les attitudes, les comportements à changer. Est-ce que ça vous va? Parce que là, je vous ai dit, il y a des problèmes, et vous attendez des solutions. Donc, si on regarde, mener le changement, on peut le faire par la peur. Hein, voilà, si tu le fais pas, tu vas pas avoir ton bonus. Si tu fais pas, va y avoir des conséquences. Ou par la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être pas bien connu en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est OK si tu fais des erreurs. Vous connaissez hein, le terme anglais fail, to fail. Hein. Fail, en fait, c'est un acronyme. Alors, je vais vous le faire en anglais parce qu'en français, je n'ai pas encore traduit ça. Ça veut dire First Attempt in Learning. Donc, tu vas peut-être rater, mais ça sera une opportunité pour toi d'apprendre. Encore une fois, si tu fais des trucs et tout se passe bien, tu n'as rien appris. Tu as eu de la chance. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que consultante comme ça, avec un super client, le ministère de l'Agriculture aux Pays-Bas. J'avais un leader qui était génial, super inclusif. Il a donné oui. Il a donné sa vision et il a aidé son équipe à le faire. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est génial, le changement, c'est vachement facile. En fait, tout le monde grogne, mais ça s'est très, très bien passé. Et moi, je me suis dit, en tant que consultante, bah, ça y est, j'ai trouvé la formule magique. Hein. Copier-coller. Prochain client, je vais exactement faire la même chose, parce que ça a marché. Et puis, bien sûr, je me suis prise les portes dans le nez dès le début. Pourquoi ? Le leader, il n'était pas impliqué, l'équipe, elle n'était pas motivée, et moi, j'ai essayé de répliquer ce que je savais. Et là, j'ai été en dehors de ma zone de confort. Vraiment, le soir, j'étais dépitée, je retournais à la maison, je me plaignais et tout ça.
Et en fait, un mentor m'a dit, mais écoute Odile, c'est normal que tu sois comme ça et c'est comme ça que tu vas grandir. Parce que quand ça ne marche pas, c'est vraiment ce que tu as. Par contre, nous, en tant que leader, il faut qu'on accorde cette sécurité psychologique que c'est OK de faire des fautes. Hein, regardez vos enfants à l'école, comment ils sont éduqués. Est-ce que se ramener un 4 sur 20 en maths, c'est vraiment bien accepté dans les écoles? Donc peut-être qu'il faut qu'on change notre façon d'apprendre à nos enfants, mais en tout cas, ça c'est important d'avoir cette sécurité psychologique. Si tu fais une erreur, bah, c'est OK, c'est pas la fin du monde. Hein, par exemple, si vous travaillez dans des équipes agiles, vous avez un cycle court de 2 semaines, bah ouais, vous allez merder pendant 2 semaines, mais quand vous faites la rétrospective, vous allez regarder et vous allez apprendre qu'est-ce qu'on va améliorer la prochaine fois. Faire une erreur, c'est OK. Faire 150 fois la même erreur, c'est là où on n'apprend pas. Donc ça, c'est important. Donc la sécurité psychologique. Et ça, ce sont les leaders qui doivent l'instaurer. Ils doivent avoir des règles très fortes sur c'est OK de se planter. Ne le cachez pas sous la moquette. Parlez-en, parce que comme ça, on peut réfléchir à comment améliorer ces choses-là. La deuxième chose, on peut mener le changement par le pouvoir. Bah, c'est moi le boss, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui va décider. Ou par la coopération. Encore une fois, quand on impose des choses, sans être trop transparent, on va faire des choses, mais on ne va pas vraiment être impliqué physiquement et mentalement dans ce qu'on fait. Et donc, ça ne va pas nous aider non plus à se responsabiliser. Hein. Oh bah oui, on a fait quelque chose, ça n'a pas bien marché, mais ça, c'est pas tellement... on verra, de toute façon, c'est lui qui nous a donné l'ordre de le faire. Ça n'a pas marché. Nous, ce que l'on veut, c'est travailler ensemble. Avoir des personnes de différents départements qui travaillent ensemble, des personnes qui ont des vues différentes sur les choses. Moi, j'adore travailler avec des gens qui ne connaissent rien en agilité. Par exemple, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de travailler avec un cuisinier qui s'est reconverti. Bah, croyez-moi, cette personne ne connaissait rien en agilité sur le papier, mais il était très agile dans sa façon de penser, de concevoir ses recettes, par exemple. Et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Donc ça, c'est aussi important. Plus il y a de diversité dans vos équipes, c'est pour ça que les équipes agiles, on dit, hein, ça doit être pluridisciplinaire. Si vous avez que des programmeurs, bah, ils vont parler code, hein, ils vont parler octet, ils vont parler intégration, mais si vous avez des testeurs, si vous avez des UX designers, si vous avez les clients avec eux, bah là, on va commencer à parler un langage. On va pouvoir se comprendre, on va pouvoir faire de meilleures choses. Ça, c'est pareil. Donc, si vous voulez travailler la coopération, faites en sorte que les gens puissent travailler ensemble et développer leur savoir-faire et d'apprendre des choses. Hein, vous avez certainement entendu parler du T-shape skill, hein, des capacités T-shape. Ça veut dire qu'on est bien dans une certaine maturité de compétences, mais on n'a pas peur de regarder ce que font les autres et d'aider les autres. Hein, donc ça, c'est super important. Autre chose, également, mener le changement par les règles. Hein, je ne sais pas si dans votre entreprise, il y a des guidelines quelque part, des lois hein, écrites ou non écrites sur comment on fait, ou vous pouvez le faire par la confiance. Alors, je vais vous citer un autre auteur, un favori de moi. Je suis désolée, hein, je ne gagne aucun argent sur leur bouquin, mais c'est Patrick Lencioni. Est-ce que vous avez entendu parler de Patrick Lencioni ? Non. Si vous êtes attiré par les hommes, je vous conseille d'aller le regarder sur YouTube. Non seulement il est sympathique à voir, mais ce mec, il a un pouvoir hypnotisant de vous engager dans ce qu'il dit. Et Patrick Lencioni a écrit pas mal de bouquins. Il a écrit un bouquin, alors par contre, je ne sais pas si c'est le vrai titre en français, mais il s'appelle « Les 5 dysfonctions des équipes ». Alors, ça, c'est le terme traduit par Odile en anglais. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Et c'est un bouquin qui est super parce que c'est en fait 2 bouquins dans un. Il y a une petite histoire fictive sur un CEO qui a des problèmes avec son équipe de management. Et la deuxième partie, c'est tout sur
quels sont les outils qu'on peut mettre en place. Donc il y a beaucoup de canvas, de gabarits, des exercices que vous pouvez faire. Et ce bouquin-là, vraiment, c'est comme Harry Potter, hein, vous le dévorez en un week-end. En plus, il n'est pas aussi gros qu'Harry Potter, donc ça ne vous prend pas tout le week-end. Et c'est une histoire qu'on peut vraiment... Alors c'est fictif, bien sûr, mais je pense que c'est basé sur ce qu'il a vécu dans la vraie vie. Donc la confiance, il nous dit... Sans cette confiance, on peut donner des ordres à des gens pour avoir des bouquins, pondre des bouquins sur tout ce qu'ils doivent faire, mais il n'y aura jamais vraiment cette notion de « je m'engage ». Donc la confiance, nous dans SAFE, on ne l'a pas mis en valeur fondamentale, la confiance, mais on a mis, nous, la transparence. Et regardez dans vos outils, si les outils sont ouverts à tout le monde, si vous publiez... Hein, les beaux graphes, les cumulatifs flow diagrammes ou les burn-down, les burn-up charts, ça c'est aussi important. Plus vous êtes transparent, plus les gens peuvent regarder, vous poser des questions. Il n'y a plus de secret en fait. Hein. On met tout, on déballage tout partout, c'est visible. Et ça, c'est super important. La confiance, Lencioni dit, c'est comme la pyramide de Maslow, hein. Il faut qu'on puisse vivre, se nourrir, être en sécurité, c'est la base. Si on n'a pas cette confiance, on n'aura rien qui ne marchera, on n'aura pas de responsabilité, on n'aura pas, par exemple, des conflits. Hein, les conflits, c'est pas toujours négatif, hein, ça fait avancer les gens. Et ça, c'est important de le savoir. Et si on va avoir de la responsabilité, de la comptabilité à la fin, il faut avoir cette confiance. Donc vous, en tant que leader, littéralement... faites en sorte que les gens soient confiants en vous. Donc, soyez clairs dans ce que vous leur racontez. Soyez aussi consistants. Hein, si un jour, tu fais toujours ça comme ça et un jour, tu changes, au moins, dites-leur à vos collaborateurs pourquoi tu as changé la façon de voir les choses. Ça, c'est super important. Donc, la confiance. Ensuite, mener le changement. Pareil, on retourne à l'école, hein. Tu vas dans le coin, tu as été puni, donc tu as des sanctions. Ou par l'apprentissage. Alors l'apprentissage, je pourrais passer des heures et des heures, mais ce qui est intéressant, c'est que là, je ne parle pas d'envoyer des gens dans des formations. Oui, c'est une façon pour les gens d'apprendre, mais venir aujourd'hui ici, de partager, d'écouter, de poser des questions, ça, c'est aussi une façon d'apprendre. Je vous ai expliqué dès le début, si vous avez par exemple un temps dans vos cycles de livraison de valeur où vous pouvez refléter sur ce qui s'est passé et trouver des choses qu'on peut améliorer, ça fait aussi partie de votre apprentissage. Encore mieux, est-ce que vous avez du temps pour innover, hein, par exemple, Atlassian, hein, c'était une des premières entreprises dans le monde qui donnait 20% de temps aux employés pour développer des nouvelles solutions, des nouveaux produits, parce que les personnes qui sont derrière les codes, ce sont aussi des utilisateurs des produits, donc ils savent ce qui marche ou ce qui ne marche pas. D'ailleurs, je regarde Alexis, ils le font toujours, ça, c'est 20% d'innovation par les équipes. Ouais. Ça, c'est super important. En plus, dans les innovations, on peut faire ça en hackathon, hein. Donc ça, c'est un petit peu ludique. Hein. On se dit, tiens, on va se mettre en petite équipe, on va travailler sur un problème, et puis au bout de 24 heures ou 48 heures, dépendamment du temps que vous avez, vous allez présenter les choses. Et c'est bien d'avoir les retours d'informations. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre directement en service la semaine prochaine? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer à développer? Ou c'était génial, on a eu du super temps, on a collaboré, on a coopéré ensemble, on a discuté, mais bon, ça, on garde ça pour plus tard, ou on le met dans un petit paquet, et puis on le garde quelque part, parce que bon, voilà, on l'a fait. Donc ça, c'est super important. Donc l'apprentissage, faites en sorte aussi que ça ne soit pas seulement je fais des cours, mais que, par exemple, une visite dans une autre entreprise, visiter des summits, des congrès, apprendre des choses, regarder des films de YouTube de Patrick Lencioni, parce qu'il a des super trucs à dire, ça c'est aussi intéressant. Mener le changement, le bâton avec la commande, mais également par la responsabilisation. Là, je reviens un petit peu, hein, des fois je rabâche, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver les bons termes, mais là, je reviens sur la confiance.
Et encore une fois, quand on a confiance, quand on est transparent, quand on est clair, on peut atteindre cette responsabilisation. Ça, c'est super, super important de pas mâcher le travail aux personnes, mais de leur expliquer la vision et donc que ces personnes puissent s'engager sur, tiens, quel est mon apport envers cette vision? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Comment je vais collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir le faire? Et encore une fois, ici, c'est d'être très clair, de bien pouvoir s'aligner. Et d'ailleurs, l'alignement, je vous fais un petit cours safe, c'est une des deuxièmes valeurs fondamentales qu'on a, c'est cet alignement. Si on n'est pas transparent et aligné, la responsabilisation va être difficile à faire. Donc, est-ce que avec mes leaders, avec mes dirigeants, on est tous dans la même façon de voir les choses et comment on va pouvoir atteindre cette vision? Quelle est ma contribution que je vais donner? Donc ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes à aider. Et cette responsabilisation, encore une fois, il faut vraiment le faire dans l'exemplarité. Par exemple, vous, en tant que leader, quand quelque chose n'est pas clair, c'est pas de dire « Ah ouais, c'est génial » et puis on retourne dans son bureau, mais c'est de poser des questions. Encore une fois, si quelque chose n'est pas clair, qu'est-ce que j'ai pas compris? Pourquoi j'ai pas bien compris? Est-ce que quelqu'un peut me le redire? Est-ce que je peux le réécouter d'une autre personne, d'une autre façon? Ça, c'est très important de bien mâcher les mots et que ça soit aussi enregistré dans notre système. Chacun interprète les choses différemment et ça, c'est aussi important d'avoir ce moment d'échange. Celui-là, je pense que pour les personnes qui travaillent dans des équipes agiles, celui-là, ça fait 21 ans qu'on vous le rabâche. Donc, mener le changement soit par les processus ou soit par les personnes. Allez, je vous parie, quelle est la première valeur du manifeste agile pour la production de logiciels? Vous vous souvenez? J'entends mais... Interaction humaine, les personnes et leur interaction au-delà de processus et des outils. Bon, je suis un petit peu la controversiale parce qu'on est dans une journée consacrée aux outils. Alors, je n'ai rien contre les outils, les processus, mais ici, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que nos processus et nos outils aident les personnes à faire leur travail? Si la réponse est oui, génial, vous avez les bons processus, vous avez les bons outils. Mais ici, ce que je vous demande, c'est de chambouler un petit peu le status quo. Alors moi, je l'ai facile, je viens chez des clients, des partenaires, et je leur pose toujours des questions qui font cogiter, qui sont assez déstabilisantes. Je suis pas méchante, mais moi, je suis là pour challenger des gens. Donc, prenez la position du challenger. Est-ce que nos systèmes, est-ce que nos processus nous aident vraiment à être plus performants, à coûter moins cher, à être plus innovatifs? Si la réponse est oui, génial, on continue comme ça. Mais dès que la réponse est j'en suis pas trop sûre, je ne sais pas pourquoi je suis cette procédure, parce qu'elle n'est pas du tout efficace et elle n'apporte aucune valeur. Ça, c'est le moment où nous, en tant que leaders, on veut donc ouvrir le dialogue pour qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les processus pour que les apports des personnes soient mieux pris en compte et également fasse en sorte que ce qu'on fait, on le fait d'une façon plus efficace et que ça soit vraiment utile. Je vous mets en défi, demain quand vous revenez à votre organisation, regardez un document que vous devez faire toutes les semaines ou tous les 3 mois et regardez littéralement qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui lisent le document. Je vais révéler un petit secret, vous commencez à comprendre un petit peu. Quand j'ai déménagé aux Pays-Bas, en 97, mon niveau d'hollandais était pas terrible. Je pouvais peut-être commander une bouteille d'eau dans un restaurant et demander le chemin si j'étais perdue. Mais j'ai travaillé dans une société de télécom que j'adore et que j'ai toujours des copains là-bas. Et un de mes leaders ou de mes managers, parce que c'était pas vraiment un leader, m'a demandé, Odile, tu pourrais documenter, s'il te plaît, une nouvelle fonctionnalité. C'était mon boulot.
je documentais, je testais, je validais. Et est-ce que tu pourrais nous écrire un petit rapport, hein, tiens, voilà le gabarit que tu dois utiliser. Alors, tout était en hollandais. Donc, je commence. Alors, moi, mon hollandais, encore une fois, hein, c'était vraiment minime. Donc, je mets beaucoup de points, hein, de boulettes. Hein. Je fais des mots très clairs avec des verbes, un verbe, quelques mots. Et puis, moi, j'aime bien anticiper. Donc, j'avais mis un dernier truc avec bla 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 bla. Hein, faudra que tu repenses à ces trucs-là en français, hein, parce que c'était seulement pour moi. Et puis malheureusement, je m'en souviendrai toujours, je me tape une grippe. Et donc pendant 8 jours, je suis malade à crever à la maison. Heureusement, ma belle-mère, à l'époque, elle m'apportait de la soupe tous les jours. Et mon manager m'appelle, il me dit, écoute Odile, faut qu'on lance, faut qu'on mette en service. Donc, est-ce qu'on peut lancer le document? Et moi, bon, j'avais 39 de fièvre, je délirais. Hein. Je dis, ouais, je pense que j'ai écrit 99% des choses. Puis en plus, vous savez, hein, mes phrases sont très courtes. Donc, oui, il n'y a pas de souci. Mais appelez-moi dès que vous avez un souci, hein, j'essaierai de me connecter et de corriger. Il lance la nouvelle fonctionnalité, le document, j'en entends plus parler, jusqu'à un moment où je décide, grande démission encore une fois, de changer de boulot. Et j'aime bien regarder un petit peu ce que j'avais fait, et je retrouve mon premier document. Et comme ils voulaient me faire un petit pot de départ, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer mon premier document, parce que en 5 ans, je me suis vachement améliorée, et puis maintenant, je ne fais pas que des documents. Et je rouvre ce document, et je vois que le dernier paragraphe est resté intact. Bla, 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 texte à rajouter, machin, truc chouette. Personne, dans les 5 ans que j'ai travaillé dans l'entreprise, ne m'ont fait aucune réflexion, quoi que ce soit. Donc, en fait, quelle était la valeur que j'écrive un document? Exactement 0,0% de valeur. Et d'ailleurs, j'ai remercié mon patron et je lui ai dit, écoute, je te fais un petit cadeau, je t'ai mis mon premier document, je l'ai bien fait, mise en page et tout ça, et il a rigolé. Je fais, tiens, regarde la page 4. C'était des petits documents, hein, à l'époque. Regarde page 4, tu vas adorer. Et j'ai vu sa réaction, effectivement. Donc ça, c'est important en tant que leader, de faire des choses, pas parce que les processus vous le disent, mais parce que ça apporte de la valeur. Dernier, je ne vais pas vous embêter ensuite, on va terminer. Le dernier, c'est on peut mener le changement par l'obéissance. Hein, fais ce que je dis, surtout pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Ou par l'inspiration. Alors, moi, je suis assez sensible à l'inspiration. Et je suis désolée, l'autre fille, mais je vais faire de la réclame pour notre société. Comme je vous l'ai dit, hein, on est tout à fait ligne et agile dans nos valeurs, dans nos pensées et dans nos actions. Donc cette semaine, c'est le PI Planning. Et comme on est éclaté un petit peu partout dans le monde, on a reçu les premières vidéos de nos leaders. Et un de nos leaders que je voudrais remercier, Imbar, qui est notre Chief Product Officer, il a fait une petite vidéo. Et dans sa vidéo, ça prend 15 minutes, donc c'est assez court. Il nous fait réfléchir sur notre roadmap, parce que je sais qu'il y a la roadmap d'Atlassian qui vient juste après, donc vous êtes impatients, vous voulez penser à la roadmap, mais laissez encore quelques minutes, je ne sais pas combien de minutes on a encore ensemble, 5 minutes, d'accord, ça va marcher. J'ai regardé sa vidéo, 15 minutes, il n'a rien dit sur « tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça », mais il a vraiment inspiré. Donc la roadmap sur 9 mois, il nous a expliqué exactement le pourquoi, et il nous a invités, donc chaque employé, à regarder comment on va pouvoir regarder les actions que l'on va faire qui vont faire en sorte que notre roadmap sera une réalité dans 9 mois. Croyez-moi, hier, j'étais très émotionnelle. Ça m'a fait une chaleur dans le corps immense, parce que je me suis dit, voilà, finalement, quelqu'un qui sait que quand on inspire les gens, ils peuvent faire des choses qu'ils n'auraient pas pensé avant. Donc, en conclusion, les leaders de demain, ils ont en fait toutes les réponses dans le framework SAFe. Oui, je vais faire un petit peu de réclame pour SAFe. On a effectivement tout en rouge au niveau du leadership, parce que beaucoup de gens nous disent « ouais, mais SAFe, c'est un framework, il y a beaucoup de trucs, mais il n'y a pas vraiment de l'humain dans SAFe. » Et puis les leaders, on ne sait pas trop où ils sont, donc je vous les ai mis en rouge.
Donc en rond, je ne vais pas vous faire un cours, mais ce sont des compétences à développer. Et si vous lisez les compétences, vous retrouvez les compétences que que je vous ai expliquées dès le début. Donc l'apprentissage continu et ce qu'on appelle le leadership lean et agile. Regardez les choses complètement différentes. Alors comme ça, c'est un petit peu très vague. On va un petit peu plus loin. On a des valeurs cœurs. Je vous en ai expliqué déjà 2, la transparence et l'alignement, mais il y en a encore 2 autres pour vous aider à apporter de la valeur. Il y a également toutes les pensées lean et agiles. Donc oui, on reprend l'Agile Manifeste, on reprend le Lean Thinking et on les traduit en principes. Parce qu'on aime bien les principes, parce que les principes, encore une fois, c'est quelque chose d'un petit peu plus concret. Et c'est là que, quelquefois, nos leaders se plantent, parce qu'ils pensent que les principes, on peut les appliquer un à un, sans contextualiser quoi que ce soit. Le rôle des leaders, c'est de comprendre le pourquoi, le comment, et de comment l'appliquer avec le contexte actuel de l'entreprise. Un petit peu plus loin, on vous a écouté, on vous a entendu. Il y a beaucoup de cours dans SAFE, mais maintenant, ce qu'on a lancé il y a quelques mois de ça, ce sont des parcours de leadership. Alors, ce n'est pas la même chose qu'un cours traditionnel, 2 jours en salle avec pas mal de gens. Ici, ce sont des parcours. Donc, des parcours intenses, mais un petit peu plus longs sur la durée. On en a déjà 2 qui sont lancés, qui sont Leading by Example and Accelerating Change Leadership. Celui-là, on l'a fait en collaboration avec Kotter. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John P. Kotter, le gourou sur la gestion du changement. On a collaboré avec son institut pour faire ces modules. Et ça, c'est quelque chose, c'est un parcours. Donc, c'est un commitment sur 5 à 6 semaines. Il y a du travail personnel qui doit être fait. Et puis, il y a un retour d'expérience avec un petit groupe de personnes, des leaders au même niveau, de la même entreprise. Donc là, on reste vraiment dans le contexte de l'entreprise, où on peut échanger et on peut revoir comment on a interprété les principes du changement et comment les appliquer, et ensuite, comment on va les faire. Et ça, c'est le début de ce qu'on appelle des communautés de pratique qui vont être pérennes et peut-être sereines dans le temps, pour aider, accompagner les leaders, et pas seulement, j'ai un coach, j'ai une session d'1 heure, mais aussi de s'entraider avec eux. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et puis, c'est pas fini. On a beaucoup d'idées, donc vous voyez un petit peu, peut-être que c'est un secret d'État, peut-être qu'il va falloir qu'on les assassine à la fin de la journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous a donné un petit peu d'envie de regarder. Et surtout, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous parler avec l'autre fille et moi, parce qu'on peut vous expliquer un petit peu plus. Mais en tout cas, sachez qu'on a compris qu'il fallait qu'on vous apporte aussi d'autres outils. Donc, je vais terminer par des questions. Est-ce que vous allez suivre la foule, ou maintenant que vous avez compris, est-ce que vous allez mener le changement? Je vous remercie pour ce temps. Est-ce qu'on a encore un petit peu le temps pour une question peut-être? Oui. Alors j'ai deux livres, il y a Turn the Ship Around, ça c'est David Marquette, ça veut dire renverser. Alors le vrai titre français c'est Renverser la vapeur. Il est vraiment, alors en plus c'est Noël dans pas très longtemps, donc profitez-en. Où il y a vendredi là, avec les promos. Et le deuxième bouquin, c'est un bouquin de Patrick Lencioni. Alors je vais vous le dire en anglais parce que je pense que le titre en français lit différemment. C'est The 5 Team Dysfunction. Ouais. On a encore le temps pour une question, s'il y a des questions. Bon. Eh bien, écoutez. J'ai été très claire. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Valiantis. Lead the way.